Salut tout le monde, bienvenue dans la rétrosport de la semaine. Au menu, on commence avec le sport amateur qui connaît de nouveaux assouplissements dans le cadre de cette pandémie. L'US Terre Sainte et le Volley Club La Côte nous expliquent ce qui change ou non pour leur club. On reçoit ensuite la bicrosseuse morgienne Zoé Klessens qui a décroché la médaille d'argent aux derniers mondiaux de BMX. Une compétition de magie à Nyon pour mesurer ses meilleurs tours, c'est ce que propose le centre de magie La Côte. Laurent Moreski, son directeur, nous explique le concept et nous fait même un petit tour de magie en plateau. Deux montagnards nyonnais se lancent le défi de parcourir la Via Valais cet été. Les deux amis Enzo Chang et Alexandre Hoffman nous racontent leurs préparatifs. Le Conseil fédéral a à nouveau lâché du lest dans la gestion de la pandémie et le sport est évidemment lui aussi concerné. Depuis ce lundi 31 mai, les stades et autres salles de sport pourront accueillir un public allant jusqu'à 100 personnes à l'intérieur et 300 à l'extérieur, même pour ce qui est du sport amateur. D'ailleurs, voici un assouplissement qui compte beaucoup pour le sport amateur. Désormais, 50 personnes peuvent pratiquer un sport ensemble contre 15 jusqu'à maintenant, ce qui change tout, évidemment, pour certains sports et certains clubs. En revanche, les compétitions de sport amateur à l'intérieur restent interdites. On détaille toutes ces mesures en plateau avec toi, Julien Maranda. Tu es le coach de l'équipe de football US Terre Sainte. Salut à toi. Salut. Et toi, Eric Payot, tu es coach et responsable junior au Volley Club La Côte. Bonjour à toi. Salut. Julien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces assouplissements de mesures pour toi et pour l'US Terre Sainte ? C'est que pour nous, la première équipe peut recommencer. Donc à partir d'aujourd'hui, 31 mai, les compétitions, les matchs amicaux vont repartir. Le championnat à partir du 12 juin, où on reçoit Échalon à domicile. Et les compétitions, enfin les matchs amicaux, à partir de cette semaine également. Donc on va jouer deux. On va jouer mercredi contre Genolier et samedi contre Vevey. Ouais, donc jusqu'à maintenant, il y avait uniquement les juniors qui pouvaient jouer à l'US Terre Sainte. Maintenant, c'est les adultes aussi et la première équipe. Un soulagement, j'imagine ? Oui, un soulagement. Pas de match depuis le mois d'octobre, depuis fin octobre. Donc c'est clair que les joueurs, c'était compliqué pour les joueurs. Et aujourd'hui, on repart. Alors on ne sait pas vraiment dans quel état de forme. Il y a encore plein de points d'interrogation là-dessus. Mais au moins, au niveau de la mentalité, on sera prêt, on a l'attitude également pour pouvoir faire ces 3 matchs qui nous restent. Ouais. Eric, du côté du volley, qu'est-ce que ça change, ces assouplissements ? Pas grand-chose, puisque nos juniors s'entraînaient déjà. Et puis après, au niveau des adultes, le championnat, on nous avait fait une proposition de championnat en mode Covid, mais qui devait pouvoir débuter au 1er mars. Sauf qu'au 1er mars, c'était pas encore bon. Donc là, pour nous, c'est saison blanche. Et puis, on va redémarrer en septembre. Redémarrer en septembre. Là, vous continuez en revanche les entraînements, il me semble, pour les juniors. Et qu'en est-il au niveau des adultes ? Alors au niveau des adultes, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des disparités de communes. Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout que pour nous, en tant que sport de contact en salle, on doit être à 4 maximum, plus l'entraîneur. Donc pour faire du volley 6-6, c'est pas très utile. Donc voilà, pour le moment, on ne va pas rouvrir par rapport à ça. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de matchs qui peuvent reprendre et donc pas d'entraînement. Donc la suite pour vous, ce sera en septembre. Julien, quelles contraintes sont encore à respecter ? Eric parle justement d'être à 4 sports de contact. Vous qui êtes à l'extérieur justement pour les matchs de foot, quelles sont les contraintes à respecter encore et les mesures à appliquer ? Alors pour l'entraînement, nous, il n'y a plus de contraintes, donc sans masque, avec des duels. Donc enfin, on peut faire du vrai football. Par contre, ce sera pour les vestiaires. C'est clair qu'on devra séparer un petit peu les joueurs, ouvrir plusieurs vestiaires, afin que pas toute l'équipe soit dans le même vestiaire. Ouais, bon, le fait qu'il n'y ait plus le masque, on imagine un soulagement du côté des joueurs. Et de l'entraîneur aussi. Où est-ce qu'on en est au niveau de cette compétition, du coup ? Donc 3 matchs à jouer en juin, c'est ça. Où est-ce que se situe l'US Terre Sainte dans le classement ? Et puis, quels sont les enjeux, en fait, de ces 3 matchs ? On est au milieu de tableau, on a 7 équipes encore derrière nous, des confrontations directes dans le bas de tableau, donc normalement on ne risque rien, mais ce serait quand même bien de prendre des points sur les premiers matchs afin de ne pas se retrouver tout d'un coup en danger. Ouais. Eric, vous enviez peut-être Julien du côté de l'US Terre Sainte qui peut reprendre enfin des championnats. En effet, c'est clair que ça fait envie, mais tu disais pas de masque, nous les coachs on doit encore les avoir parce qu'on est en salle. Et les juniors peuvent s'entraîner sans, mais nous, on doit garder le masque encore en salle. Ouais. Donc, ça fait envie et on ne sait pas ce que ça va donner en septembre. Du coup, la substitution, c'est quoi ? C'est le beach volley en ce moment ? Oui, voilà. On va proposer à nos équipes d'aller jouer dehors, de se retrouver. En extérieur, ils ont le droit de s'entraîner en étant justement ces groupes beaucoup plus larges. Et puis, la contrainte officielle, c'est la liste de présence.
Et si vraiment dans le cas où ils n'arrivent pas à respecter les distances parce qu'ils sont beaucoup, ils doivent garder le masque là. Mais normalement, beach de 2, tu as suffisamment d'espace. Ouais. Donc du coup, là, ces prochains jours, ça reste vraiment les entraînements des juniors. Vous visez septembre pour la reprise. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce que tu penses justement que tout va pouvoir revenir à la normale en septembre ? Enfin, tu espères, j'imagine. Mais... On espère. Là, on est en pleine préparation pour notre camp de juniors. Les contraintes actuelles pour août sont encore 2 groupes de 20. Donc d'habitude, on a un camp entre 35 et 45 juniors dans le même chalet en même temps. Là, on va séparer en 2 groupes de 20 pour pouvoir être aux normes, en fait. Puis si d'ici là, ça s'assouplit, on verra si on change quelque chose ou pas. Effectivement. Julien, il y a aussi la possibilité d'avoir du public également pour le sport amateur. Ça, j'imagine que c'est aussi quelque chose de positif pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde. Oui, c'est toujours mieux de jouer avec des spectateurs que sans, que jouer à huis clos, c'est clair. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi les clubs qui pourront rouvrir les buvettes. Donc ça, c'est important aussi au niveau financier. Il n'y a pas eu de rentrée d'argent depuis un certain temps. Et là, ça sera important pour les clubs de pouvoir remplir un petit peu les caisses. Ouais. Après ces 3 matchs, qu'est-ce qui va se passer pour l'US Terre Sainte ? 2 semaines de pause. Et nous démarrerons, sauf erreur, le 12 juillet, la préparation pour la saison suivante. Ouais. Ce sera tes premiers matchs en tant que coach, il me semble. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Je suis arrivé à Noël, donc c'est les premiers matchs. Impatient de débuter, de voir ce qu'on a pu mettre un petit peu en place jusqu'à maintenant. Pas grand-chose, malheureusement, à cause des restrictions. Mais on va bien travailler cette semaine pour être prêt contre Échalon le 12. Ouais. Alors, les prochains assouplissements du Conseil fédéral sont annoncés probablement pour fin juin. Est-ce qu'il y a encore des choses à attendre ? Est-ce qu'il y a des choses encore qui peuvent être assouplies de ton côté, Julien ? Ou bien est-ce qu'il n'y a plus grand-chose à espérer maintenant ? Là, c'est déjà pas mal. Pour nous, on est déjà content d'en être là. Si ça s'assouplit encore, tant mieux. Donc, ça peut être plus de monde encore au stade. Pas sûr que nous, on remplisse les Rojalais avec 5000 spectateurs, à moins qu'on soit en Coupe Suisse et qu'on tire balle. Mais autrement, voilà. Donc, pour nous, c'est déjà bien comme ça. Et on va se concentrer maintenant vraiment sur l'aspect de la compétition. Ouais. Eric, on pense que les prochaines mesures ne changeront pas grand-chose pour le volley club La Côte. Pour la suite et pour la rentrée de septembre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton club ? Déjà qu'on puisse jouer, c'est déjà la première chose. Après, si ça reste entre guillemets que aux listes de présence, pour nous, ça sera déjà bien parce que voilà, c'est pas une contrainte qui est excessive à mettre en place. Après, on espère pouvoir rouvrir et puis faire des matchs. Cette année, on a quand même pu faire avec la première équipe, on a quand même pu faire 3 matchs, 2 de Coupe Suisse et puis 1 match de championnat. Donc, nous, on espère pouvoir redémarrer. Ouais, il y a eu de positifs avec les juniors aussi. Les juniors, ils ont eu énormément de temps de jeu, puisque pour le coup, toutes les plages étaient libres. Ouais. Donc nos M20, au lieu de s'entraîner 1 fois par semaine, ont pu avoir 2 entraînements, 3 après. Les M17 aussi. Donc voilà, tous les moins de 15, ils ont pu s'entraîner toute la saison, en récupérant des plages horaires. Donc pour eux, la progression était très forte. Et après, ça ne remplacera pas la compétition, mais on a quand même pu jouer avec les jeunes en championnat Covid. Voilà. Et pour ça, c'est du positif. Un peu de positif à prendre pour justement préparer la suite à partir de septembre. Merci beaucoup Eric et merci Julien d'avoir été avec nous pour détailler toutes ces mesures. Et puis du coup, on va suivre la compétition du côté de Terre Sainte. Et puis on reviendra en septembre vers toi alors. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Elle est montée sur la 2e marche du podium lors des derniers championnats du monde de BMX à Vérone en Italie. Zoé Klessens a décroché à seulement 20 ans la médaille d'argent en élite et offre un score historique à la Suisse dans sa discipline, ce qui rapproche de plus en plus la bicrosseuse de Villars-Souillan des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est avec nous par visioconférence. Salut Zoé. Bonjour. Ravi de t'avoir sur le plateau d'NR TV par vidéo. Donc, alors en ce moment, il me semble que tu as fait une petite pause dans les entraînements suite à ces championnats. Tu es en train de prendre un petit break d'1 semaine, c'est ça ? Tu te reposes dans ta famille ? Oui, là, c'est juste, je suis à Villars-Souillan, chez ma famille, et je fais une semaine de récupération. Parce que tu as voyagé beaucoup, hein. Il y a eu les championnats d'Europe juste avant les championnats du monde, donc ça n'arrête pas en ce moment pour toi. Là, tu me disais avant qu'on commence cette interview que ça te faisait un peu du bien de te ressourcer un peu chez toi auprès de ta famille. Hein. Oui, j'étais à Vérone pour un stage d'entraînement. Après, je suis rentrée en Suisse pour 2 semaines. Et après, je suis retournée à Vérone pour une Coupe d'Europe.
la Coupe du Monde et après directement à Papenal en Hollande pour un stage d'entraînement. Bon, donc ça n'arrête pas, effectivement. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet, ce podium, 2e au championnat du monde? Tu t'y attendais pas, j'imagine, il y a eu une surprise. Quel effet ça t'a fait? Bah, j'étais vraiment super contente parce que après ce long moment sans compétition, je me suis vraiment beaucoup entraînée pendant la pandémie, donc je vois que ça m'a beaucoup fait améliorer pour les compétitions. Alors, en revanche, tu as chuté lors de ta première course, et puis c'est à la 2e que tu as réussi justement à décrocher ce podium. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce que j'imagine qu'avec une chute, il doit y avoir un stress supplémentaire, et puis peut-être la peur qui monte à nouveau. Oui, c'est vrai que j'étais vraiment déçue le premier jour parce que j'étais quand même en tête en finale. J'aurais presque pu gagner la Coupe du Monde. Mais en même temps, je me suis dit que c'était quand même bien que je sois dans les premières en finale. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Tu as à peine 20 ans et puis je l'ai dit en introduction, c'est un score historique pour la Suisse en BMX. J'imagine que ça fait quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable pour moi de faire un podium à 20 ans. Ça me donne confiance pour la suite. Du coup, je disais, tu te rapproches vraiment des Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce qui te manque maintenant pour te qualifier pour les Jeux Olympiques? En fait, là, c'est pas encore officiel, mais normalement, il y a de bonnes chances que je sois qualifiée. Qu'est-ce qui te reste à faire? Il y a encore quelques courses encore pour le mois de juin, c'est ça? Fin juin, les qualifications, elles vont être finies. Et il y a encore une Coupe d'Europe à Sarians et le championnat d'Europe en Belgique à Zolder. Alors, on va suivre tout ça avec toi, bien sûr. Je voulais savoir quand même, pour m'intéresser un peu à toi, pourquoi avoir choisi le BMX et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est vrai qu'il y avait mon père qui en faisait depuis qu'il était jeune. Et après, il y a mes frères qui ont commencé. Et moi, je les ai vus faire parce que j'étais au bord de la piste. Et ça m'a direct envie de commencer. Donc c'est effectivement une histoire de famille. Il me semble que ce que tu aimes dans le BMX, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est finalement la vitesse et le fait qu'il faut tout donner dans vraiment très peu de temps. En général, les courses de BMX, ça dure entre 30 et 40 secondes, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'adore. C'est une course rapide où il faut tout donner en 30-40 secondes. Et pour gagner, il ne faut pas faire d'erreur. Comment on... Comme à la Coupe du Monde, quand je suis tombée, il y a tout qui passe à côté. Comment on se prépare justement à ça et à se dire, j'ai très peu de temps pour prouver ce que je vaux et puis pour tout donner, et puis effectivement, ça passe ou ça casse. Comment on se prépare mentalement et physiquement? Déjà avant la course, il faut bien être concentré et vraiment être sûr de soi. Et comment tu arrives, toi, à gagner cette confiance en toi? Avec mon entraîneur, avant la course, il me motive et il me conseille pour ma course. On disait le BMX chez les Claessens, c'est une affaire de famille, il y a un peu tout le monde qui fait du BMX. Le fait aujourd'hui que tu fasses ces scores, on disait historiques pour la Suisse, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie des grands frères ou même des petites sœurs? Non, ça va parce qu'ils sont contents pour moi. Et en même temps, mes sœurs, elles sont contentes de m'avoir parce que je les entraîne. Donc tu coaches aussi, en plus d'être 2e mondial, tu fais aussi coaching en famille. Ouais, souvent, par exemple, quand je viens à la maison pour une semaine de récupération, je vais voir mes sœurs à la piste et je les coach un peu.
Très bien. Donc du coup, tu es de tous les fronts, Zoé Claessens, et donc je te souhaite un bon repos avant tes prochaines courses. Et puis on croise les doigts pour les JO du coup, et on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur NRTV. À très bientôt. Oui, merci à vous. Et si la magie, c'était du sport? En tout cas, c'est ce que prête à croire la compétition internationale junior de magie, intitulée La Coupe des Deux Dragons, qu'organise le Centre de magie de la Côte. Ce sera le 6 novembre prochain à Nyon. Les inscriptions pour les jeunes magiciens en herbe de moins de 18 ans sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, c'est quoi une compétition de magie? En quoi consiste cette Coupe des Deux Dragons? C'est ce qu'on va demander à Laurent Moreski, qui est directeur et fondateur du Centre de magie de la Côte et également magicien. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, ça fait un peu bizarre de parler de magie sur un plateau sport? Non, ça va. C'est effectivement un peu du sport. Ouais, finalement. Ça pourrait être un peu considéré comme du sport avec la compétition. Mais non, c'est un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est quoi alors une compétition de magie, Laurent? Alors la compétition de magie, on a plusieurs catégories, un peu comme d'autres sports. On a 3 catégories de magie. On a ce qu'on appelle le close-up. Le close-up, c'est la magie rapprochée. Le candidat fait de la magie proche des gens. Souvent avec les cartes ou Alors les souvent avec pièces, des petits objets, des cartes, pièces, élastiques, des petits objets. On a la catégorie la magie de scène. Donc là, on est sur une grande scène, on a le public qui est devant. Là, le candidat, il va présenter des grandes illusions, des choses qui sont visibles de loin. Et on a la magie entre deux, qui est la magie de salon, qui est entre les deux. Les spectateurs sont quand même devant, mais on est plus proche des gens. Donc on a ces 3 catégories pour la Coupe des Deux Dragons. Et quel est l'aspect compétitif comme ça? Qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur magicien lors de cette compétition? Beaucoup d'entraînement. Il faut arriver avec un thème, avec une histoire, avec des techniques. Les magiciens sont évalués sur 6 critères. Donc on évalue bien sûr la technique, la difficulté des tours présentés. On évalue bien la présentation, une histoire, un thème. Il faut que l'atmosphère soit magique. Ouais. Voilà. Il y a le contact avec le public qui est super important dans la magie. Il y a le contact avec le public, tout à fait. Tout ça, c'est évalué par... on est trois jurys. Ouais. Il y a le président du club de magie de Genève, qui sera jury, le président du club de magie de Lausanne et moi-même. Et peut-être aussi le président de la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques, Dominique Audante, qui sera là. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire, justement? À quel point il faut être expérimenté? Alors, l'inscription est ouverte à tout le monde. Donc à tous les enfants. Moins de 18 ans. Alors moins de 18 ans, c'est une compétition junior. Hein. C'est la première fois qu'une compétition junior est organisée. Donc une compétition pour les enfants. À partir de 7 ans jusqu'à 17 ans, il n'y a pas de critères de sélection. Et par contre, il faut nous envoyer un casting, une vidéo, et puis nous, on va évaluer ça. Montrer qu'on est quand même capable de tenir un tour, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'on aura un nombre de places limité pour la compétition. Et on va sélectionner donc les élèves en fonction de ce qu'ils vont présenter. Ouais. La compétition de magie, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe déjà, on en a déjà vu dans le monde entier. Tout à fait. Les plus grandes compétitions sont organisées par justement la FISM, qui est la Fédération internationale des sociétés magiques, qui organise les championnats du monde de magie, dont le Centre de magie de la Côte fait partie d'ailleurs comme société. Et là, on n'organise que pour les juniors, ce qui est très très peu représenté actuellement. C'est surtout les adultes. Alors tu représentes le Centre de magie de la Côte, je vais le dire quand même, c'est la plus grande école de magie du pays, donc de la Suisse. Qu'est-ce que vous faites, Laurent? Qu'est-ce que vous proposez dans ce Centre de magie de la Côte? Il y a plusieurs activités. Il y a beaucoup d'activités. On a déjà l'école, donc là on a des écoles dans plusieurs villes de Suisse romande. On a les animations, donc on fait des animations pour des entreprises, pour des clients privés aussi. On a la boutique de magie, qui est la seule boutique de magie en Suisse romande, et l'escape room. D'accord, donc pas mal de choses. Quel est le public que vous touchez? Quelle est la popularité, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, de la magie? La popularité, elle grandit. La magie est de plus en plus accessible avec les réseaux sociaux. Donc on a des enfants qui viennent par les réseaux sociaux, ils apprennent quelques tours sur YouTube et puis ils ont envie de progresser. Donc nous, on les aide à se développer, à faire leur formation en magique. On a des adultes qui viennent aussi. On a vraiment toute une population. On a les films aussi qui nous amènent des films super sympas comme Insaisissable, de la magie moderne justement, d'un peu de street magic. On a des gens qui viennent par ce biais-là. On a des gens qui viennent par Harry Potter, qui aiment bien la magie, qui aiment bien Harry Potter. Ils vont dans notre centre pour l'escape room, ils découvrent le théâtre, la magie, puis ils commencent à prendre des cours. Les images qu'on voit d'ailleurs, ce sont les images de votre centre de magie de la Côte, qui justement, on voit dans le décor, est assez inspiré d'Harry Potter. Tout à fait. Donc on a vraiment créé un endroit unique et merveilleux. On rentre, on est dans la boutique, c'est tout petit, on est tout serré.
on passe à travers le mur, puis là, on a vraiment le centre de magie qui s'ouvre. C'est des décors magnifiques. Alors, ce que je trouve marrant sur votre site, c'est qu'au-delà de l'aspect ludique en fait, de la magie, c'est-à-dire eh bien, pour un jeune enfant de venir pratiquer la magie, il y a cet aspect fun, si on veut, mais vous mettez en avant aussi d'autres choses, et notamment des valeurs d'éducation, et notamment le fait de gagner confiance en soi, et puis d'apprendre aussi la créativité, la logique et autres. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est très, très important. Imaginez pour un enfant, déjà, toute son enfance, on lui apprend des choses, les adultes sont un peu supérieurs à l'école, à la maison. Et là, il arrive à la maison avec un tour, il a un secret que les parents ne connaissent pas. Il va bluffer des adultes. Donc pour la confiance en soi, c'est juste merveilleux. Ouais. Donc c'est une chose, la confiance en soi. Il y a aussi la mémorisation, il y a le travail de la dextérité, de la motricité fine. On va beaucoup travailler la gestion du stress devant le public, la prise de parole en public, le fait d'être à l'aise sur scène, l'expression scénique. Donc c'est tout un ensemble. On a aussi beaucoup d'enfants HP qui viennent dans notre école, puisque la magie, c'est sans fin. Donc des enfants à haut potentiel intellectuel qui veulent vraiment tout le temps apprendre des nouvelles choses. Et on leur donne vraiment des inputs tout le temps. Ils sont tout le temps en train de travailler. C'est magnifique de les voir s'épanouir et évoluer dans les arts magiques. Il faut quoi pour être un bon magicien aujourd'hui, Laurent ? Un bon magicien, alors beaucoup de patience, de persévérance, d'entraînement, je dirais. Et de la passion. Et de la modernité aussi. Alors, de la modernité, alors c'est... C'est plus le lapin qui sort du chapeau et puis les feux d'artifice. Non, alors ça a beaucoup évolué. La magie, maintenant, c'est beaucoup la street magic. Les gens arrivent un peu cool, comme ça, avec les casquettes, avec les tatouages. Ils font des trucs de cartes, la manipulation de cartes. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun. Ouais. Donc toi, tu es spécialisé plutôt là-dedans, dans les cartes. Et c'est quoi tes domaines peu dans la magie ? Personnellement, c'est le close-up. J'aime beaucoup le close-up, travailler avec des petits objets comme des cartes, des pièces, voilà, des petites choses proches du public. Ouais, ça fait longtemps que tu fais ça, toi ? Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait ça. J'ai commencé à enseigner au Club de magie de Lausanne, la magie des pièces. Ouais. Et maintenant, je fais un peu de tout. C'est quoi qui t'a plu dans la magie, qui t'a dit je vais en faire ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ta vie, hein, la magie. Tu es directeur de ce centre-là. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, ce qui m'a plu dans la magie, c'est le contact avec les gens, et particulièrement d'enseigner à des enfants. Ouais. De les voir s'épanouir, de les voir vraiment progresser dans quelque chose. C'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Et le fait de bluffer aussi le public, de voir les gens étonnés ? Ah oui, tout à fait, c'est magnifique. Tu vas nous montrer ce que ça donne. Avec grand plaisir. Je te propose, Laurent, de me faire un petit tour. Oui. On va voir si tu me bluffes, si j'arrive à déceler les secrets. Parfait. Donc, on va faire une démonstration de Bonto. Donc le Bonto, est-ce que tu connais ? Non, pas du tout. Le Bonto, ça se joue souvent dans la rue. Alors c'est un peu de l'escroquerie dans la rue. Hein. Les gens misent de l'argent et la plupart du temps, ils perdent, si ce n'est pas tout le temps. Ouais. Donc évitez de faire ça, c'est vraiment pas... c'est même illégal. Par contre, ici, on fera un Bonto magique. Donc j'ai avec moi quelques cartes. J'ai avec moi 4 cartes. J'ai 3 cartes blanches et j'ai une carte rouge. Donc en fait, l'idée, il va falloir suivre la carte rouge, qui est l'as de cœur. On va commencer facile, on va commencer avec 3 cartes. Ouais. Regarde bien, Alexandre. Je te montre la carte rouge, tu dois la suivre. Attention, parce que ça va vite. Alors, la carte rouge, elle peut être en bas, au milieu ou en haut. Ok, là, il faut que je te dise où elle est. Alors, oui. Au milieu. Au milieu, on va regarder. Alors, elle n'est en tout cas pas en haut, parce qu'en haut, on a une carte blanche. Elle n'est en tout cas pas en bas, parce qu'on a une carte blanche aussi. Tu m'as dit au milieu ? Ouais. Non, une carte blanche aussi. En fait, elle est passée sur le côté. Elle était déjà... Oui. D'accord. Là, j'ai rien vu du tout. Hein. Alors, voilà un exemple de triche au Bonto. On va recommencer. Ouais. On va prendre donc une carte blanche. Je te montre la carte blanche. On va la poser ici. Et on a la rouge qui repasse au centre. Regarde bien, ça bouge. Comme ça, et ça bouge. Alors, en bas, au milieu ou en haut ? Eh bien, je vais dire en bas cette fois-ci. En bas cette fois-ci, on va regarder. Elle n'est pas en haut, parce qu'en haut, on a une carte blanche. Elle n'est pas en bas, parce qu'en bas, on a une carte blanche. Et on a de nouveau une carte blanche au milieu. Elle est de nouveau passée là. D'accord, magnifique. Alors, on va y aller, dernière chance, on va y aller tout doucement. Ouais. Comme ça, tu vas bien suivre ce qui se passe. Hein. La carte blanche, elle est toujours sur le côté. La carte rouge repasse au centre. Comme ça. Okay, on y va tout doucement. Bien suivi, là. Tu l'as bien suivi. Elle est vraiment au milieu. Hein. Regarde, je te montre. Je fais tout doucement comme ça. Elle est bien au milieu. Cette fois, oui. Cette fois, oui. Mais regarde bien. Comme ça. Si maintenant je fais comme ça. Et maintenant, elle est où ? Alors là, on est embêté parce qu'elle peut être en bas, au milieu ou en haut. Peut-être même sur le côté. Allez, elle est là-bas. Elle est là-bas, tu penses ? Ouais. Ah ben non, elle n'est pas là. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'elle est en haut. Okay. Mais parce qu'elle est en bas aussi. Ah, ok. Mais oui, puis si elle est en bas et en haut, elle est aussi
au milieu. Ah, bravo, Merci. bravo Laurent. Eh ben, j'ai rien compris. J'ai pas réussi à suivre l'as de cœur, donc on va pas révéler les secrets. Un magicien ne Non, révèle jamais un ses magicien ne révèle jamais ses secrets. non. Bon, très bien. C'est juste. Laurent, merci beaucoup. Donc, on peut retrouver toutes les activités que tu organises au Centre de magie de la Côte. Vous trouvez toutes les infos sur Internet. Et puis, je rappelle donc les inscriptions pour les magiciens en herbe de moins de 18 ans sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin pour la Coupe des Deux Dragons. Pour la Coupe des Deux Dragons. Merci Laurent. Merci À beaucoup bientôt. Alexandre, à bientôt. Salut. Salut. Deux montagnards nyonnais se lancent le défi de parcourir la Via Valais, soit un trail de 7 jours, 250 km et 18 000 mètres de dénivelé, reliant Verbier à Zermatt cet été. Comment les deux amis Enzo Chong et Alexandre Hoffmann, 17 ans tous les deux, se préparent-ils à un tel challenge? C'est ce qu'on va leur demander. Bonjour Enzo. Bonjour. Leur demander, voilà, faut que je leur fasse quand même. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à tous les deux les garçons. Alexandre, peut-être dis-nous pourquoi ce projet de Via? Alors, je pense tout d'abord c'est un projet sportif qu'on veut vraiment essayer de se mettre à un niveau assez, plus élevé que ce qu'on a l'habitude. C'est une façon de se tester dans le monde montagnard qu'on adore, qui pour vraiment nous est une passion. Puis c'est un test sportif et physique et mental en fait pour nous. Je pense que d'aller encore plus loin que ce que vous faites déjà. Ce que vous faites déjà, Enzo, c'est donc du trail. Explique-nous, c'est quoi? Donc vous courez en montagne, en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors le trail, exactement, c'est la course en montagne. Donc ça peut se faire vraiment partout. Partout où vous avez des chemins et des forêts. Vous pouvez courir là-bas. Et exactement, alors là vous pouvez voir différentes photos de la Dôle, où on va souvent courir s'entraîner dans la région, dans le Jura. Et donc contrairement à la course à pied sur route, le trail donc c'est quelque chose de plus technique au niveau des pieds. Il y a beaucoup de différentes techniques en fonction de la pente, du terrain. Et donc, faire plus attention aux chevilles, quoi. Exactement, oui. On va venir varier justement les plaisirs en allant chercher des descentes et aussi des récompenses quand on arrive tout en haut d'une vue et c'est magnifique. D'accord. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors vous avez 17 ans, vous êtes au gymnase, c'est peut-être là que vous êtes rencontrés? Alors pour nous c'était un peu avant, à l'école de Genolier, en école secondaire. On était dans la même école, on se connaissait pas tant que ça, on se connaissait de vue mais sans plus. Puis après, un jour, on était les deux en train de grimper en fait dans une salle de grimpe, et puis on s'est croisés, on a grimpé ensemble, puis on a réalisé en fait qu'on a vraiment les deux les mêmes passions, et puis on a commencé à courir ensemble. Donc l'escalade déjà de base, et base. Ensuite la course. Et puis on a commencé à trouver ça ensemble, puis on s'est dit continuons ensemble parce que on est un combo assez on gère bien ensemble, quoi. Ouais. Et Enzo, qu'est-ce que ça veut dire on gère bien ensemble? Ça veut dire quoi? Vous formez du coup ce duo sportif? C'est ça, ce qui est assez intéressant déjà à noter, c'est la différence de taille. Alex qui est bien plus grand que moi et moi plus petit, mais on a chacun nos avantages et nos inconvénients. On est meilleurs dans certains domaines. Et donc c'est super cool justement de se réunir les deux dans ce projet. C'est un sacré défi. Ouais. Du coup, parce qu'il va falloir gérer justement si quelqu'un est en difficulté, réussir à s'adapter chacun en fonction du rythme. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne. Alors là en ce moment c'est compliqué de s'entraîner ensemble parce qu'Alex est à Lucerne en maths bilingue. Ouais. Mais on essaye au possible de se voir le plus souvent pour aller faire une sortie le week-end ou autre. D'accord. Ouais, tu parles de différences de taille. On va voir les images bien entendu sur l'écran. Vous avez déjà fait ce genre de projet avant? Alors là c'est clair qu'on parle de 7 jours, 250 km, etc. Mais vous avez fait quoi comme projet tous les deux avant, Alexandre? Donc c'est vraiment un peu, on part dans l'inconnu, pour être honnête. C'est une idée un peu folle qui nous est venue, et puis on s'est dit, on se lance, et puis on essaye, on tente. Et puis, mais maintenant, avec l'entraînement, etc., on a plus d'expérience dans la montagne, etc. Puis en plus, on a déjà passé beaucoup de temps dans le monde alpin, que ce soit pour de l'alpi, de l'escalade, etc. Donc on connaît la région où on va courir, mais c'est le plus gros projet jusqu'à maintenant, quoi. On n'a jamais fait un truc pareil, c'est clair. D'accord. Et donc, vous êtes allé choisir donc les montagnes en Valais. 7 jours, je le dis, 250 km, 18 000 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que c'est, Enzo, finalement, le défi, en fait, à part les 7 jours, justement, d'endurance Alors, le défi, ça va être aussi... Un gros défi, ça sera la météo. Vraiment. Parce que là, avec la saison qu'on a eue, il y a encore beaucoup de neige là-haut dans le Valais. Et donc, nous, on part le 11 juillet. Le 11 juillet, c'est le début de la course. Donc ce sera l'itinéraire qu'on va faire pendant 7 jours, du 11 au 17.
Et vraiment, à partir de ce jour-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de météo. Donc, on a déjà réservé les cabanes, puisqu'on dormira la nuit en cabane. On court la journée. Pas de tente? Non, pas de tente. Parce qu'on a des sacs à dos, il faut que ça soit léger. Ah ouais? Oui, parce que si on marchait, on pourrait le faire. On pourrait avoir des tentes. Mais là, on essaiera vraiment d'avoir du matériel le plus léger et compact possible. Du coup, on part vraiment sur du très très light et on doit dormir en cabane. D'accord. Et on court combien d'heures par jour à peu près? C'est quoi que vous prévoyez, Alexandre? Alors, ça dépend vraiment des journées, ça dépend vraiment de notre état du moment. Mais je pense qu'on peut partir sur jusqu'à autour de, à mon avis, 7 heures. À mon avis, bien 7 heures selon les jours. Et puis, ça dépend vraiment de comment on se sent. Et si on arrive à courir à un bon rythme tout le long, c'est qu'il y a peu de chance. Ouais. Mais ça dépend du temps, mais ça va tourner autour des 7-8 heures, je pense, par jour. Enzo, on parle quand même, c'est dans le mail que vous m'avez envoyé, je le dis quand même, c'est que c'est équivalent à courir 6 marathons et le dénivelé, c'est 2 fois la taille du Mont Everest. Ça me paraît énorme, moi, quand je lis ça. Ah oui, alors ça l'est en effet, oui, on aura plus de 35 km à faire par jour en moyenne. Et avec combien de dénivelé au total? 2500 mètres de dénivelé par jour. Hein. Donc oui, c'est quelque chose de conséquent. Alors ici, c'est un peu compliqué de s'entraîner parce que dans le Jura, on n'a pas beaucoup de montagnes très très hautes. Donc on fait comme on peut, on fait des allers-retours à la Dôle, mais faut s'adapter et on essaiera d'aller au plus vite sur le terrain, directement dans les Alpes, pour s'entraîner un week-end tous les deux. D'accord. Donc il y a de l'endurance, il y a le temps qui va être compliqué à maîtriser, on comprend, le physique, le mental bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être préparé, pour se préparer à 7 jours de trail? Je pense que ça va être un peu de se lancer dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, je pense un peu de courage, un peu de notre amitié, elle va beaucoup nous aider pour s'aider dans les moments difficiles. Niveau organisation, c'est aussi compliqué de savoir qu'est-ce qu'on prend pas, quoi manger, comment récupérer le soir. C'est tout un peu des questions organisationnelles, logistiques qui sont un peu compliquées, mais je pense que ça va vraiment être dans la tête, ça va tout être dans la tête, à mon avis. Enzo, ça aide d'être à 2? Alors oui, c'est vrai, parce que du coup, comme Alex n'est pas là souvent en ce moment, et comme il est à Lucerne, moi je cours la plupart du temps tout seul, et c'est vrai, on a son rythme à soi, mais dès qu'on a des petits moments difficiles, c'est bien d'avoir une deuxième personne qui nous pousse à aller un peu plus vite, un peu plus loin toujours. Donc c'est vrai, être à 2, je pense, ça va vraiment aider aussi en termes de sécurité. Ouais. Parce que dans les Alpes, vraiment, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc si à un moment on se prend dans une tempête, si tu es tout seul, tu es très très mal. Ouais, par contre, en termes de mental, de morale, il y a des engueulades des fois quand même. Alexandre. Alors, oui, c'est vrai, des fois on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, sur les mêmes façons de faire, mais je pense qu'on a les deux, on a le même but. Et puis, tout le temps, on essaye de travailler ensemble pour aller vers ce but. Ça ne va pas être facile de passer toute la journée à courir ensemble, mais on est très proches, on a une très bonne amitié. Et puis, même dans les moments difficiles, ça va passer, ça va le faire. Ça arrive, Enzo, qu'il y en a un qui pète un câble. C'est qui le plus nerveux des deux là, qui dit arrivé là-haut, qui dit moi je me casse, je prends mes affaires, je redescends? Non, on finit ce qu'on fait. On finit. Quand on commence ensemble, il faut faire des concessions des fois. Quand ça va pas, tu prends un peu sur toi, mais ça va en général, on se débrouille bien. D'accord. Pas de problème. Donc il n'y en a pas un qui s'énerve plus que l'autre? Ça va. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de... Ce sera la surprise. C'est la surprise. D'accord. Alors, on a compris un peu les préparatifs physiques et mentaux. Quel matériel est à prévoir pour faire un trail de 7 jours? Ouais, donc on a besoin de matériel très léger et très compact pour pouvoir tout porter sur le dos. Mais on a également besoin de matériel chaud qui peut être là pour toutes les conditions météorologiques, on en a parlé. Donc des vêtements, et puis nourriture, boisson, tout ça va être très très important. Aussi du matériel plus sécurité, un GPS, des choses comme ça, qui sont là pour toute éventualité. Ouais. Mais aussi de l'équipement, une caméra, des choses comme ça, parce qu'on en fait un documentaire. Et puis il faudra filmer, donc c'est tout du matériel qu'il faudra être très léger et compact dans le sac pour pouvoir être là pour tous les besoins, quoi. D'accord. Enzo, vous êtes en recherche en plus pour ce projet-là, vous êtes en recherche en ce moment de financement, de sponsoring. À quoi ça vous sert justement pour faire ce trail? Alors, comme l'a dit Alex, ça va servir en partie pour l'équipement,
parce qu'en effet, tout ce qui est petit, léger et compact, ça coûte souvent cher. Donc on aura besoin d'un petit peu d'argent pour ça, mais c'est surtout aussi pour l'hébergement, parce que les nuits en cabane, avec la demi-pension et tout ça, ça coûte très cher. Surtout que les cabanes en ce moment sont en grande difficulté, parce qu'il n'y a pas eu grand monde en ce moment. Donc oui, les cabanes et l'hébergement va coûter assez cher. D'accord. Vous avez déjà trouvé des partenaires, Alexandre ? Donc, on a la chance pour l'équipement, on a Columbia, la marque, qui nous a gentiment donné pas mal de matériel, d'habits, de vêtements. On a aussi des liens avec SP Sport à Gland, qui nous font des rabais sur la section trail pour peut-être les bâtons de course, etc. Et puis, mais pour la nutrition, pour l'hébergement, on a lancé un crowdfunding sur GoFundMe. Ouais. Donc ça, c'est des gens qui pourraient donner de l'argent afin qu'on puisse subvenir à nos besoins. Quoi. Bien sûr. D'accord. Donc, du coup, rendez-vous le 11 juillet, c'est ça alors le départ ça. Donc, l'arrivée 7 jours après, quoi. C'est ça. Oui. 18 juillet. Donc, si tout va bien. Ouais, si tout va bien, on vous souhaite en tout cas, les garçons, Verbier, Zermatt, c'est la Via Valais que vous allez parcourir tous les deux, Enzo Chong et Alexandre Hoffman. Vous avez tous les deux 17 ans, vous êtes mignonnais, on le rappelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, plein succès pour votre projet alors. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette émission sportive. Je vous souhaite une belle suite de programmes sur NRTV, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport.